Et il est 1h41 du matin à New York, dans le studio RMC de New York, où nous retrouvons Apolline de Malherbe. Apolline, votre invité ce matin, Tristan Cabello, historien, politologue et spécialiste des États-Unis. Oui, bonsoir Tristan Cabello. Enfin, je ne sais plus si on dit bonsoir ou bonjour. Ici, il faut le dire, il est 1h41 du matin. Une nuit absolument inouïe. On avait imaginé, les commentateurs ici, les politologues, une nuit qui serait extrêmement longue, peut-être même plusieurs jours, pour arriver à des résultats très serrés. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est des résultats qui finalement ne sont ni serrés, ni véritablement contestés. Les choses sont plutôt apaisées. Je dirais que c'est plutôt le choc chez un certain nombre de commentateurs, puisque donc au moment où l'on se parle, Donald Trump s'apprête à fêter sa victoire. Oui, alors on a encore quelques États qui doivent tomber. L'État du Michigan n'a pas encore été appelé, l'État du Wisconsin n'a pas encore été appelé, mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique pour Donald Trump qui gagne l'État pivot de la Caroline du Nord et qui gagne aussi l'État pivot de la Géorgie. C'était deux États que Kamala Harris devait impérativement gagner, qu'elle n'a pas gagné, surtout la Caroline du Nord, qui était un État qui était assez facile à gagner pour les démocrates, avec une grande population étudiante, avec aussi les problèmes qu'il y avait eu durant l'ouragan, qu'il y a eu il y a quelques semaines. Or, elle n'a pas gagné cette Caroline du Nord, et on voit que Donald Trump a une avance assez large pour l'instant. Mais Tristan, on va revenir effectivement sur ces résultats. Alors il y en a encore quelques-uns qui doivent tomber, mais enfin un grand nombre des bulletins ont été dépouillés, et au moment où on se parle, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, dans le Michigan, partout, Donald Trump est largement en tête. Et même dans les États qui lui étaient acquis, il a fait des scores plus élevés qu'il ne l'avait fait en 2020. C'est le score populaire qui s'est détourné de Kamala Harris. Oui, Donald Trump surperforme dans tous les comtés où il avait fait de très bons scores en 2020. Dans les comtés ruraux, il fait beaucoup plus. Et ce que l'on note aussi, c'est que Kamala Harris sous-performe dans les comtés où elle avait été très très bonne en 2020, où Biden avait été très très bon en 2020, c'est-à-dire les comtés plutôt urbains. On voit qu'elle fait beaucoup moins, par exemple, à Philadelphie, à Milwaukee, à Chicago aussi. On voit qu'elle fait aussi beaucoup moins dans les comtés où il y a des villes universitaires. Ann Arbor dans le Michigan, Madison dans le Wisconsin, dans la Caroline du Nord. Donc on voit que c'est vraiment une combinaison des deux. Non seulement Donald Trump améliore son score dans sa base, mais en plus de ça, la base de Kamala Harris ne s'est pas mobilisée. Kamala Harris, elle a fait campagne sur des questions de société. Elle a fait campagne auprès des femmes, et elle a fait des campagnes avec quand même un mot, l'IVG. Oui. Ça n'a pas du tout suffi. Alors on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si les femmes, par exemple, se sont vraiment mobilisées ou ne se sont pas mobilisées dans les banlieues, par exemple. C'est vrai que Kamala Harris, elle n'a pas fait campagne sur l'économie. Et l'économie, c'est vraiment ce qu'attendaient les Américains. Et Donald Trump avait une bonne image sur l'économie. Parce qu'il y a 4 ans, c'est vrai que l'inflation, c'était beaucoup moins important. Les choses allaient beaucoup mieux. Et Donald Trump avait ce branding qui l'a mis en avant et qui lui a servi durant cette élection. En tout cas, Kamala Harris n'a pas du tout mis l'accent sur l'économie, et c'est le point numéro 1 pour la plupart. Quand on parle avec les Américains, les travailleurs, je dirais, ici dans les rues de New York, que ce soit les Latinos qui, par exemple, travaillent beaucoup dans les chaînes de restauration rapide, quand on parle avec la population qui est plutôt dans les femmes de chambre, les infirmières, ils disent... au fond, les démocrates n'ont rien fait pour nous. Est-ce que Kamala Harris s'est réveillée trop tard sur ce vote-là, un vote modeste qui souffre, qui, il faut quand même le dire, a du mal à remplir le frigo, une inflation de 18% en Pennsylvanie. Les questions de société, les questions de wokisme, les questions de progressisme, au fond, ça arrive après avoir rempli le frigo, quoi. Tout à fait. Kamala Harris n'a pas fait campagne sur ce qu'elle aurait dû faire campagne, c'est-à-dire sur l'économie. Et il faut aussi noter que Donald Trump, dont on avait dit qu'il allait séduire les hommes, par exemple, des minorités, on voit à des sondages de sortir des unes où les hommes latinos, les hommes afro-américains, eh bien, il augmente ses scores dans ces minorités. Ça, c'est quelque chose de jamais vu auparavant. C'est ce qu'on nous disait dans les enquêtes d'opinion, mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Et là aussi, il faut pas se voiler la face, c'est l'économie qui était le sujet primordial pour ces gens-là. Alors,
Pour l'instant, tout cela se fait de manière plutôt apaisée et même silencieuse, je dirais, du côté démocrate, puisque Kamala Harris a implicitement, en quelque sorte, reconnu que c'était au minimum difficile pour elle. Le chemin est étroit, le chemin vers la victoire est étroit, a-t-elle dit, avant même d'annoncer qu'elle ne s'exprimerait pas ce soir et d'encourager ses soutiens à quitter la Howard University où elle devait normalement s'exprimer. Ça veut dire que les choses peuvent se passer de manière apaisée, parce que si l'écart est net, il n'y aura pas de recours. Est-ce que le pays peut se réconcilier, ou est-ce que c'est vraiment deux franges de la population qui s'opposent? Alors, est-ce que le pays peut se réconcilier? Ça, je ne sais pas. En tout cas, la victoire de Donald Trump ce soir, si elle est confirmée, ou en tout cas, comme elle se confirme, elle est quand même assez nette. Il faut quand même rappeler que le Parti républicain n'a gagné le vote populaire qu'une seule fois depuis la fin de la guerre froide. C'était en 2004, c'était avec George W. Bush. Et là, Donald Trump, il semblerait, gagnerait encore une fois le vote populaire. Donc c'est une victoire qui est nette. Il faut attendre la confirmation, bien évidemment, et c'est quelque chose d'assez nouveau pour le Parti républicain. Dans la fin de la campagne, on a eu l'impression, en écoutant les différents meetings, que les meetings de Donald Trump, la star, c'était Donald Trump. Les meetings de Kamala Harris, la star, c'était pas Kamala Harris, c'était toutes les stars dont elle s'est entourée. Encore dans les toutes dernières heures, c'était Lady Gaga, c'était Oprah Winfrey, c'était George Clooney, c'était vraiment ces stars. Est-ce que finalement, ça n'a pas eu l'effet inverse, c'est-à-dire l'Amérique profonde qui se dit on en a assez de ces élites, de cet establishment? Mais ça, on l'avait déjà dit durant la campagne, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait une campagne du côté de Kamala Harris. On avait déjà vu à la convention Oprah Winfrey, Pink, le chanteur John Legend, des rappeurs, etc. Ça faisait vraiment le parti des gens qui vont bien. Des gens de l'establishment, de l'élite, et en contraste de ça, Donald Trump a su se décrire, se montrer comme l'homme du peuple. Alors bon, bien sûr, c'est paradoxal parce que c'est quand même quelqu'un qui vient de la bourgeoisie new-yorkaise et qui est très riche, mais en tout cas, il a su donner cette image à sa campagne, et je pense que ça a mobilisé beaucoup de gens dans les classes ouvrières et dans les classes moyennes. Le peuple s'est senti davantage représenté par un Donald Trump que par Kamala Harris. Vous parliez tout à l'heure du vote latino. Le vote latino, il faut bien le comprendre ici, parce que effectivement, les communautés votent de manière assez homogène. Les latinos, ce sont donc des nouveaux arrivants aux États-Unis qui occupent en général les emplois les plus modestes et qui, y compris sur des questions d'immigration et de fermeté sur l'immigration, ont plutôt plébiscité Donald Trump. Oui, alors c'est difficile à dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est vraiment sur ces questions-là. En tout cas, moi je crois qu'ils ont vraiment plébiscité le programme de Donald Trump sur l'économie. Ce sont souvent dans ces communautés des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui ont des petits business, qui veulent vraiment avoir des crédits d'impôt, etc., que Donald Trump allait proposer. Et donc moi je pense que c'est plutôt sur l'économie qu'ils se sont mobilisés plutôt que sur la fermeté sur l'immigration. Merci beaucoup. Merci à vous, Tristan Cabello, donc historien, politologue, spécialiste des États-Unis. D'un instant à l'autre, c'est Donald Trump qui devrait prendre la parole devant ses supporters qui l'attendent le pied ferme en Floride.